Bonjour et bienvenue, c'est l'été et l'équipe de Vendredi 14h est partie se mettre au soleil, au vert, au repos ou les trois à la fois. On reprend des forces, on vous prépare plein de belles surprises pour la rentrée et on revient bientôt. En attendant, que faire? Eh bien, le cinéma ne s'arrête jamais sur icinema.com. Vous pouvez donc voir ou revoir l'ensemble de nos films, l'ensemble de nos émissions. Et si vraiment vous êtes en mode vacances et que vous ne voulez faire aucun effort, eh bien, on a aussi pensé à vous en vous préparant un best-of, là, tout de suite, ici, maintenant. S'il est un genre cinématographique à succès en France, c'est bien la comédie. Et 2016 ne déroge pas à la règle. 111 films de comédie ont été proposés en première exclusivité sur les écrans français contre 71 en 2015. Et 13 totalisent plus d'1 million d'entrées. Et Cocorico, sur ces 111 longs métrages, 74 sont en langue française, contre 24 dans la langue de Shakespeare. Il réalise la plus grande fréquentation du genre avec 85,7% de part de marché. Et le rire est national, car ce sont encore 6 comédies françaises qui ont franchi le cap des 2 millions d'entrées. Parmi elles, Les Tuches, le rêve américain. 4,6 millions de curieux qui se hissent à la 2e place du box-office, juste derrière le film d'animation américain de tous les records, Zootopie. Idem à la télévision, où la meilleure audience cinéma en 2016 est enregistrée par la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 10,8 millions de téléspectateurs. Un genre plébiscité par le public, mais qui continue d'avoir mauvaise presse. En 40 ans d'histoire, seules 2 comédies ont été récompensées au César et les festivals rechignent toujours à les sélectionner. La comédie, un genre pas assez sérieux ? La comédie au sens littéral du terme, le film drôle, parfois potache, souvent très populaire, est-elle un genre trop peu sérieux pour intéresser les cinéphiles et surtout les professionnels du cinéma français? Ni les producteurs ni les distributeurs, qui eux ne s'y trompent pas, mais les critiques de cinéma, l'Académie des Césars, les programmateurs de festivals, les jurys. Par rapport à l'accueil critique, il y a aussi quelque chose qui est lié au fait que la comédie, c'est le genre, et de plus en plus aujourd'hui, qui cible le plus large possible. C'est-à-dire, moi, peut-être que vous pourrez me dire plus précisément, j'ai l'impression que dans le cinéma, partout et en France en particulier, le travail de cibler un film arrive de plus en plus tôt, en amont dans la production. On connaît déjà quel public va rencontrer le film. Et donc, le seul genre qui cherche au contraire à élargir ça le plus possible, c'est la comédie. C'est comme la gastronomie, c'est-à-dire que le problème, c'est que si vous êtes critique, vous devez à la fois juger Guy Savoy et en même temps, je vais vous emmener dans une pizzeria à la Boulogne, juste derrière, qui est toute simple et qui est très bonne. Et il faut qu'il y ait accepté de se dire, voilà, c'est des moments différents. Moi, par exemple, je fais des films qui sont j'ai envie de dire, pommes de terre sautées mayonnaise. C'est agréable d'en manger de temps en temps. C'est peut-être plus facile, mais il en reste quelque chose, il reste des moments de bonheur. Le problème, c'est que les critiques, ne jugent qu'à l'aune peut-être de l'IDEC, de la Cinémathèque, de ce genre de choses, et ils ont peur, les uns par rapport aux autres. J'ai déjà vu ça, même de rire, parce que le rire est indécent. Ça semble incroyable que cette catégorie de films ne soit jamais récompensée, sauf peut-être dans des catégories très techniques. Ouais, mais je pense qu'il faut tout simplement y renoncer. Il faut récompenser la comédie préférée du public, dans le cadre des Césars. Ça, je pense que c'est envisageable. Mais pour le reste, ce serait dommage. Pourquoi regardez par exemple le prix qui a été la Palme d'Or cette année, The Square. C'est quand même une comédie, même si la fin est très noire, c'est quand même une comédie. Premier genre cinématographique en France, le drame comptabilise 235 films inédits projetés en salle en 2016 sur les 716 proposés, dont 124 français. Il est également le genre le plus primé. Isabelle Adjani a obtenu 5 Césars de la meilleure actrice, un record pour 5 rôles dramatiques. Idem au dernier festival de Cannes, où les prix d'interprétation ont récompensé 2 performances bouleversantes et tragiques. Joachim Phoenix dans la peau d'un ex-GI aux prises avec un réseau de prostitution pédophile, et Diane Kruger dans celle d'une mère courageuse jusqu'au boutiste après la disparition de toute sa famille dans un attentat. Des sujets sensibles, dérangeants, souvent tabous et qui font aussi recette. Dancer in the Dark, Festen, Le choix de Sophie, La liste de Schindler et plus récemment Moonlight et 120 battements par minute, tous ont trouvé leur public. Des œuvres fédératrices et cathartiques, mais qui posent question quant à leur représentation à l'écran. Car dénoncer des situations innommables ou représenter l'irreprésentable peut faire polémique. Déviance sexuelle, maltraitance, traumatismes familiaux, injustice sociale, génocide, terrorisme. Comment traiter l'indicible au cinéma ? Comment on montre une femme... Comment on montre la souffrance intérieure ? Quelle qu'elle soit, juste la souffrance intérieure. On n'a pas besoin nécessairement de savoir pourquoi la personne souffre, comment on le montre, comment on va
avec la personne, comment on trouve ça sympathique et on veut suivre justement. Là, c'est ce que je me disais avec quand vous... Parce que là, ça commence là, de parler de Hannah. Je dis, mais si on ne s'attache pas justement à la souffrance de cette femme et sa volonté de s'en sortir, il n'y a pas de film. Absolument. Ne pas montrer l'horreur directement, c'est ce que dit Xavier, ne pas sidérer le spectateur et peut-être plutôt l'accompagner, le prendre par la main. De toute façon, la suggestion, c'est le lieu du cinéma. C'est un peu ce que vous avez dit d'une manière très différente tous les deux. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours d'appréhender les êtres. Chacun de nous, on se cache, on ne montre pas. Et ce qui nous émeut chez les autres, c'est ce qu'on devine, ce qu'on dessine soi-même sur l'autre. Ce qu'on projette. Voilà, ce qu'on projette, bien sûr. Alors, le cinéma qui nous propose cet accès-là au personnage, de mon point de vue, c'est celui qui me touche. Et je crois que le cinéma, s'il avait fallu inventer un moyen d'expression pour essayer d'exprimer ce qui ne s'exprime pas par les mots, par exemple, on aurait peut-être inventé le cinéma. Dans l'imaginaire collectif, la fiction est destinée au cinéma et le documentaire à la télévision. En 2016, plus de 28 000 heures ont été diffusées sur les chaînes nationales gratuites. Aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. Longtemps considéré comme marginal sur grand écran, le documentaire y trouve progressivement sa place. Et 2016 bat tous les records de cette dernière décennie. 44 documentaires ont été produits pour la salle et 36 films ont reçu un agrément de production du CNC, 8 de plus qu'en 2015. 118 documentaires ont été proposés sur grand écran, dont une majorité de films français, séduisant 2 fois plus de spectateurs qu'en 2015. Parmi eux, 4 totalisent plus de 100 000 entrées. Mais tous n'ont pas cette chance. Avec des budgets de production et de distribution moindres, le grand écran reste difficile à conquérir. Entre 2007 et 2016, le devis moyen d'un documentaire s'établit à 1 million d'euros, soit 5 fois moins que celui d'une fiction. En 2016, la moyenne pour un documentaire est de 500 000 euros. Seuls 10% des documentaires en salle ont une avance télé. Un documentaire sort en moyenne dans 7 fois moins d'établissements. 139 pour les films tous genres confondus et 22 pour le documentaire. La grande majorité sort sur 10 établissements la première semaine. Aujourd'hui, quelle place pour le documentaire au cinéma ? On débat avec nos invités de la place du documentaire au cinéma. Nicolas Philibert, je reviens sur cette polémique à propos de Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Palme d'or à Cannes en 2004. C'est un documentaire ou un film de cinéma qui a été primé à l'époque à Cannes ? Il faut faire une petite mise au point. Oui. Je passe mon temps à parler à des gens qui disent « Mais alors, t'as fait un film ou un documentaire ?» On est tout le temps confronté à cette question-là. Mais c'est pour ça que je vous la pose, c'est que c'est la première que je vous pose. Comme si le documentaire, les documentaires n'étaient pas des films. Or, nous faisons des documentaires de long métrage et des documentaires de cinéma, du cinéma. Je pense que le documentaire est victime d'une sorte d'immense malentendu, presque de malédiction, sous prétexte qu'on filme des vraies personnes et des vraies situations, alors pour beaucoup de gens, c'est pas tout à fait du cinéma. Alors, le film a été nommé à Tribeca, il a obtenu le prix des médias au festival Grand Bivouac. Est-ce que vous avez pu justement le montrer aux Indiens qui ont été filmés ? Je l'ai montré à Tribeca. C'était pour moi très intéressant de le montrer aux Américains. Et après, je l'ai montré, je suis retournée dans la réserve, le montrer dans une des écoles d'un village dans le coin. Et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est pas du tout le genre de documentaire qu'ils sont habitués à voir. D'abord, je pense que ces gamins, ils regardent jamais de documentaire, que ce qu'ils voient comme documentaire, c'est des trucs super formatés à la télé américaine. Et là, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires. Mais là, ce sont les Sioux qui parlent eux-mêmes. C'était ma volonté, mais du coup, ça s'est bien passé auprès de ces gamins. Ils ont été complètement enthousiasmés par le film. Les séries télé sont le nouveau Graal. Industrie rentable, populaire et exportable, elles n'ont plus rien à envier au cinéma. Les anglo-saxons ont longtemps affirmé leur suprématie sur le reste du monde. En 2013, parmi les 100 meilleures audiences de l'année, on compte 56 séries en langue anglaise et 10 françaises. En 2017, la tendance s'est inversée. Parmi les 20 séries les plus suivies à la télévision, seules 4 anglo-saxonnes tirent leur épingle du jeu. La fiction made in France n'a jamais été autant plébiscitée.
Près de 3 Français sur 10 souhaitent voir plus de séries hexagonales et 4 sur 10 estiment qu'il y a trop de séries américaines. Et qui dit succès dit investissement toujours plus important. En 2016, la fiction a été le genre le plus aidé avec des financements en hausse de 17,5% par rapport à 2015. Une montée en gamme qui séduit à l'export. Les ventes de séries françaises ont augmenté de plus de 20% en 2016 et certaines font l'objet de remakes. Après avoir conquis le marché français, les productions hexagonales rencontrent enfin un public international. David Fincher n'a-t-il pas désigné Le Bureau des légendes comme sa série préférée du moment? Série télé, La France is back? Moi, je dirais que le truc le plus intéressant, je trouve, qui s'est passé à la télévision française depuis une quinzaine d'années, c'est qu'avant, quand on faisait du cinéma et qu'on partait faire une série télé, c'était terminé le cinéma. Et aujourd'hui, c'est fini, ça. Et je trouve que c'est bien parce que c'était une exception française qui était complètement conne, que les Anglais n'ont jamais fait ça comme ça, que les Américains ne le font pas, et que nous, on était les seuls à dire que la télévision, c'était pas bien et le cinéma, c'était bien. Et je pense que tout ça est idiot. Il y a des films merdiques et des séries géniales, et le contraire est vrai aussi. Je suis pas en train de dire que la série, c'est mieux que le cinéma. Justement, je suis en train de dire chaque projet, en fonction du talent qui a été mis dedans, est aussi honorable. C'est devenu une industrie, donc on doit respecter des délais, on doit respecter des attentes. Donc on est obligé d'être plusieurs dans la pièce. Et encore, en France, on est à nouveau des petits joueurs. On est vraiment dans l'artisanat. Nous, sur 10%, on est 5 auteurs plus moi qui supervisent tout et qui coécrit tout. Mais aux États-Unis, sur les grandes séries, ils sont parfois plus de 100 en fait, parce que ils vont se diviser le travail avec qui va s'occuper des intrigues uniquement médicales sur une série médicale, l'autre qui va s'occuper de l'arche de juste 2 personnages, et il va y avoir plusieurs scénaristes qui vont s'occuper juste de 2 personnages. Enfin ça, moi, ça me fait écarquiller les yeux. Je ne sais même pas si on serait capable nous de le faire, mais en tout cas. Nous, on est très peu dans une pièce, mais c'est obligé, en fait, d'être plusieurs, parce qu'un seul cerveau ne suffit pas pour inventer toutes ces histoires. Ah, voilà, la télé française reste quand même extrêmement faillible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons polars. Par contre, il en faut moins. Il faut plus de sujets différents. Et c'est pour ça, quand une série comme 10% ou même Baron Noir arrive et qu'on voit autre chose qu'une histoire de flic ou qu'une histoire d'enfants qui disparaissent, qui est un petit peu le sujet fort du moment, ça devient un peu fatigant. Et moi, en tant que critique, mon métier, c'est de dire allez voir autre chose. Et quand, par exemple, TF1 fait une série comme Les Bracelets Rouges, même si c'est un remake d'une série catalane, je vois autre chose qu'un polar, je vois une histoire qui prend des risques, je vois une histoire qui montre des enfants malades, je vois autre chose et je me dis voilà, ça, je suis pour, parce que la télé française a encore besoin de se diversifier à tous les sens. Le festival de films de femmes de Créteil souffle ses 40 bougies. 40 ans de combat pour faire valoir leurs droits au sein de l'industrie cinématographique. Un discours qui résonne d'autant plus fort à l'ère post-Weinstein dans toutes les institutions. La Berlinale est le premier festival à s'en préoccuper, prônant la diversité et la vigilance. 4 des 19 films en compétition ont été réalisés par des femmes et gare aux harceleurs. Idem aux Oscars. Greta Gerwig concourt dans la catégorie meilleur réalisateur avec son premier film. 5e femme à être sélectionnée en 90 ans de cérémonie. 4 films nommés sont portés par des personnages féminins forts et audacieux et Exit James Franco, pourtant favori à l'Oscar du meilleur acteur. Cannes, enfin, a choisi cette année Cate Blanchett pour présider le jury. 11e femme en 71 ans de festival et figure de proue de la lutte contre le harcèlement. Des initiatives coup de poing qui laissent présager une réforme en profondeur. 22% des films français sont aujourd'hui réalisés par des femmes, contre 17% il y a 10 ans. Et on compte 20% d'emplois supplémentaires pour la gente féminine dans toutes les filières du cinéma. Un tournant dans l'histoire, les femmes prennent le pouvoir. Qu'est-ce que c'est un film de femme? Et d'abord, est-ce que ça existe? Un film de femme, je pense que c'est un film tout à fait personnel, subjectif, un regard sur le monde. Et autant de femmes, autant de regards différents. Je pense qu'on a autour de cette table des talents variés, on pourra s'en apercevoir. Il ne faut pas enfermer du tout dans un label film de femme. Quand on a choisi d'ailleurs ce label, on était un petit peu hésitante. Mais finalement, on avait envie de valoriser la place des femmes dans le cinéma. Le cinéma est une industrie. Et c'est vrai que c'est une question d'argent, en fait. Les décideurs, qui du coup ne sont pas encore des décideuses, vraiment hésitent à donner beaucoup d'argent, ou même une somme
correct à une femme. Oui, à une femme, et à lui donner aussi 50 personnes sous ses ordres. Saura-t-elle avoir l'autorité? Il y a des tonnes de clichés. Je ne suis pas sûre encore que ce Lisa Azuelos m'a confié une fois que les gens étaient persuadés que sur le tournage, elle allait forcément hurler. Elle allait forcément être hystérique. Parce que comment une femme peut-elle être autoritaire sans hurler? Qui n'a jamais siffloté des airs écrits pour le cinéma? Les thèmes de James Bond, de Star Wars, la trilogie de Léon, les comédies enchantées de Demy, la mélodie du parrain. Des musiques devenues cultes et qui suffisent à évoquer un film. Une relation passionnelle qui s'est forgée dès les débuts du 7e art. Au temps du muet, le pianiste en bas de l'écran sert à rassurer le spectateur et renforcer ses émotions, mais aussi à couvrir le bruit du projecteur. À l'arrivée du parlant, la musique entre dans l'image. Réalisateurs et compositeurs travaillent désormais main dans la main, tissant un lien fort et parfois durable. Que serait Hitchcock sans Herman, Spielberg sans Williams, Audiard sans Desplat, Léon sans Morricone, Burton sans Elfman, Demy sans Legrand? Des univers propres à chacun et des méthodes de travail différentes. Mais que l'on compose en amont du tournage ou à partir d'un pré-montage, que l'on enregistre à Hollywood ou à Paris, la musique tient toujours une place essentielle au cœur du processus de création d'un film. Sa part d'ombre, dirait Oliver Stone, mais surtout un langage universel qui sublime un film plus souvent qu'elle ne le détruit. Musique et cinéma, un accord parfait? Adoum et Alianou, est-ce que musique et cinéma sont inséparables selon vous? Pour moi, oui. Après, il y a d'autres réalisateurs qui n'aiment absolument, ils sont rares, mais qui n'aiment absolument pas mettre de la musique dans leurs films. Pour moi, je n'imaginerais pas une seconde faire un film sans la musique. Je dirais même que c'est souvent l'âme secrète de mon film. Et comme nous, on est un peu superstitieux, les réalisateurs, c'est-à-dire certains croient qu'après le tournage, quand ils voient des rushs, c'est-à-dire des belles images, ils croient que le film est déjà fini, qu'il est là. Moi, je ne crois jamais qu'il est là, ni après le tournage, ni après le montage. Par contre, une fois que la musique arrive et que la musique est montée, si je peux dire, sur le film, là, j'ai enfin la réponse si le film tient à peu près la route ou pas. Je pense que le film, d'ailleurs, est plus important que le metteur en scène. Excuse-moi, Radou, mais, non, mais c'est vrai. Je pense que le compositeur doit même avoir le courage de trahir le metteur en scène. Le film est le maître. Donc, je crois que ça ne sert à rien de répéter l'expérience de la veille, que chaque nouveau film doit être appréhendé comme une chose nouvelle, où il faut explorer, tenter, essayer de faire une musique qui semble n'appartenir qu'au film. Qu'est-ce qui fait une musique de film réussie? C'est une musique qu'on retient? C'est une musique qui sert le film et qui également a sa propre voix, son propre chemin. Pas forcément que l'on retient, parce qu'il y a beaucoup de musiques de film qui soutiennent un film en souterrain, on va dire. Donc pas forcément un thème, parce que aussi le défaut de certaines musiques de film, c'est qu'elle va prendre trop la vedette, on va trop s'en souvenir, et au final, on oublie les enjeux du film. Donc c'est un juste équilibre. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est le juste équilibre, le curseur entre servir le film et avoir sa propre voix. Le Festival du film policier de Beaune fête ses 10 ans. Genre cinématographique par excellence, le policier regroupe plusieurs catégories. Films policiers, polar, films noirs, thriller, films de gangsters, avec souvent deux points de vue. Celui de la police pour le film policier, l'enquête étant au premier plan, celui des gangsters pour le polar à l'approche plus psychologique. Leur point commun, des personnages récurrents et une quête de la vérité derrière les apparences. Un genre servi par tous les plus grands metteurs en scène et qui fait toujours les grandes heures des meilleurs acteurs. Un genre qui se renouvelle sans cesse. Le film policier se fait aujourd'hui le témoin d'une nouvelle époque où les frontières entre bons flics et méchants voyous sont devenues plus floues. Un genre qui contamine tous les autres et terriblement vivant. Bref, un genre dominant du cinéma populaire français et international, une source ininterrompue de sujets puisés dans la littérature et l'actualité brûlante et qui transcende toutes les générations. Pas étonnant que le réalisateur le plus reconnu à travers le monde n'ait fait que des polars. Le polar au cinéma, le casse du siècle? François Guéry, il faut voir du polar un peu partout? Oui, d'ailleurs, vous avez cité là que c'était un genre qui corrompait tous les autres. Ça vient, si je me souviens bien, d'un texte d'Alain Cordan, qui était la préface au film noir américain, écrit, qui disait « c'est pas un genre pur, parce que c'est un genre qui corrompt. Quand on veut me le mettre dans une case, moi, en fait, je le trouve partout. Je le trouve y compris dans la comédie, je le trouve même dans le documentaire et tout. Donc, c'est un genre qui dérange les autres
Et c'est pour ça qu'il est fort et qu'il est intéressant. Faire un film policier ou un polar ou un film noir, c'est aussi ça. C'est une façon de faire ses gammes, de se confronter aux autres, à ses propres références, à ses propres goûts. Et puis, il y a l'idée aussi que, entre guillemets, c'est une facilité. Enfin, c'est pas une facilité, mais c'est le polar ou le film noir, c'est aussi une façon de faire passer en contrebande, quelque part, des sujets, des idées qu'on n'arriverait pas à vendre, entre guillemets, autrement. Et ça a toujours été, je pense que ça fait partie aussi de l'histoire du genre, de parler de son époque, dans ce qu'il y a de plus noir de son époque, ou ce qu'on n'a pas forcément envie de le raconter à travers une histoire policière, parce qu'il y a eu un suspense, parce qu'on y parle du bien et du mal, etc. Et que donc on peut parler des zones grises de la société. Beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes vont vous expliquer que quel que soit le film qu'ils font, ils y ont mis des ingrédients de polar pour attirer le chaland, parce qu'ils savent que c'est ça qui va plaire aux gens, le côté suspense, et que ça peut rendre attrayant des thèmes qui ne sont pas forcément à première vue. Alors, c'est quoi ces ingrédients? Le suspense, le crime, la le peur. crime, les gens adorent l'idée qu'il y ait des méchants plutôt que des gentils. C'est ce qui est le plus excitant. Comme disait Hitchcock, plus réussi sera le méchant, plus réussi sera le film. Je pense que ça marche même parfois avec des documentaires sur des sujets pas forcément très très drôles. L'idée justement que le spectateur est partie prenante et qu'il enquête en même temps que la personne qui raconte l'histoire. Au cinéma, le terme moteur est synonyme de rêve et d'aventure, une promesse parfois éprouvante pour le réalisateur et son équipe. En 1953, Clouzot prend tous les risques pour Le Salaire de la peur, un tournage épique et un des films les plus chers de l'époque. 25 ans plus tard, Friedkin s'empare de ce sujet explosif pour tourner Le Convoi de la peur, avec des conditions de tournage et de production similaires. Et il n'est pas le seul à défier les éléments, sans se soucier du rendement en cette période bénie du Nouvel Hollywood. Coppola termine Apocalypse Now sur les rotules, 7 mois apocalyptiques et un budget final multiplié par 2. Herzog met 3 ans à tourner Fitzcarraldo dans la jungle amazonienne, au péril de la vie de toute son équipe. Cimino signe un des plus gros gouffres financiers de l'histoire du cinéma avec La Porte du Paradis, entraînant la faillite de United Artists. En 2015, Iñárritu réitère l'expérience et tourne The Revenant au Canada en décor et lumière naturelle par -40. Mais aujourd'hui, ils sont très peu à faire perdurer la tradition de ce genre de cinéma. Production frileuse, sacrifice de l'audace face au politiquement correct, le 7e art ne mise plus que sur des valeurs sûres. Le cinéma a-t-il toujours le goût du risque ? La conception du cinéma des Frères Lumière, c'était d'envoyer des émissaires dans le monde entier pour filmer le monde, apporter le monde au monde, pour reprendre la formule de Bertrand Tavernier. Or, ce qui nous fascine tant dans les films qu'on évoque, Sorcerer, Apocalypse Now ou les films d'Herzog, c'est que justement, c'est une reconnexion du cinéma des années 70 à cette conception originelle du cinéma, où justement le cinéma, en fait, explore des territoires, apporte le monde au monde. Le cinéma est là pour reconstruire des mondes, mais aussi pour l'explorer. Or, ce qui est en jeu aujourd'hui, et on sent bien que ça nous échappe, c'est justement ce devoir, cette mission exploratrice du cinéma qui est en train de disparaître. J'aime bien faire des films épiques. Voilà. C'est encore possible aujourd'hui, alors que tout le monde prend des assurances, qu'il faut pas, qu'on a peur des procès, qu'on peut pas empêcher un acteur de jouer dans un autre film. J'avoue que c'est un peu différent. Je trouve que malheureusement, c'est les effets spéciaux qui ont changé la donne. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes aujourd'hui qui ont l'air spectaculaires et qui sont faites avec des ordinateurs ou quand on reproduit des foules ou qu'on fait des trucages. Je veux dire, moi, j'ai toujours aimé le cinéma physique. J'aime être confronté aux choses et je ne pourrais pas tourner en me disant tout ce qu'il y a derrière les acteurs, ce sera après au numérique. J'ai besoin que ce soit là. Parmi les genres les plus populaires, les films de super-héros sont en pole position. Depuis 15 ans, ils squattent les écrans du monde entier et la déferlante n'est pas prête de s'arrêter. Hollywood en produit 6 à 8 par an, tous studios confondus. Il y en a eu 6 en 2017, il y en aura 9 en 2018. Et parmi eux, de vraies nouveautés qui misent sur la diversité. À commencer par Black Panther, l'adaptation du premier super-héros noir estampillé Marvel, un énorme carton au box-office. Plus de 3 millions d'entrées en France, plus d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde, un film majoritairement réalisé et interprété par des Afro-Américains et qui séduit tous les publics. Un phénomène comparable au succès récent de Wonder Woman, qui avec ses 2 160 000 entrées France et ses 821 millions de dollars de recettes, prouve qu'une super-héroïne peut aussi drainer les foules.
Un changement de cap qui se confirme avec l'arrivée prochaine sur grand écran du premier Spider-Man afro-latino, suivi de l'adaptation de Captain Marvel, autre super-héroïne. Mais attention, trop de super-héros, quel que soit leur sexe ou leur couleur, peuvent nuire aux super-héros. Leur surreprésentation sur grand écran peut susciter l'overdose, super-pouvoir ou pas. Les super-héros au cinéma, un univers inépuisable ? Au-delà du triomphe et du blockbuster, moi je vois très bien que les héros sont post-nationaux et ils sont globalisés maintenant. Finalement, les héros nationaux ont pâli parce qu'il n'y a plus de frontières avec Internet, il n'y a plus de frontières avec le web. On est dans une mondialisation et on a besoin de héros, on a énormément besoin de héros. La paranoïa, le 11 septembre, on fait que le terrorisme, on fait qu'on a envie de s'identifier à quelqu'un qui a la capacité de résoudre les problèmes. Et effectivement, dans Black Panther, vous avez la naissance d'un héros post-national, un héros global. Il y a vraiment 5000 personnages Marvel. Ah, il y en a Il y en a des milliers énormément. mais en plus, et Marvel et DC Comics. Oui, oui, absolument. Mais il porte aussi la revendication des communautés noires, LGBT. Enfin, il y a eu aussi toute une émergence et une mouvance autour de la reconnaissance des droits dans les années 70, qui a été extrêmement importante. Les X-Men n'est rien d'autre qu'une métaphore de tous ces gens victimes de la xénophobie aux États-Unis et qui décident un jour de dire, ségrégationnistes à l'époque. C'est fini, les femmes, les noirs, les gays, et ça c'est très important aussi. Il faut faire attention à pas en faire trop non plus. Oui, parce que là, sinon, quand j'entends Olivier Delcroix, je me dis se que laisser. maintenant, le cinéma, ça va être que des films de super-héros. Sinon, on va se laisser, c'est sûr. Heureusement, il y a Steven. Mais en revanche, je pense que les films de super-héros qui viendront dans les années à venir seront peut-être plus complexes et peut-être plus proches de la réalité. Et effectivement, on sera peut-être plus proche d'héros de la vie quotidienne. Et peut-être qu'un jour, on verra des super-héroïnes trans, avec des corps pluriels, gays, etc. Et je pense que c'est l'avenir des films de super-héros. Sinon, les gens ne suivront pas. Voilà, c'est fini pour ce best-of. Le cinéma continue sur icinema.com. Nos films, nos émissions, nos best-of et notre blog, tout est en place pour vous aider à passer un très bel été. On se retrouve quant à nous début septembre. À très vite. Ciao.